J'appelle maintenant Monsieur Olivier Poivre d'Arvor, son Excellence. J'appelle également Monsieur Calcagno, directeur de l'Institut océanographique de Monaco. Et j'appelle Madame Françoise Gale, océanographe. Nous lançons maintenant le panel sur Demain, la mer. Demain la mer ou la mer d'après. Merci d'abord à tous nos intervenants. Merci Monseigneur de votre présence ici. Elle est très importante. Elle témoigne de l'attention de cette rive du Nord pour cette rive du Sud. Elle est accompagnée évidemment de la présence de nos ministres, du secrétaire général de l'UPM et de tous les acteurs de l'Union européenne qui font vivre ce forum. Mais j'ai pensé que c'était bien, après ces prises de parole qui engagent les pays, qui engagent les politiques publiques, d'entendre des êtres libres, des passionnés de science, des fous de science et des fous de mer. Et nous avons le plaisir, grâce à vous, Monseigneur, d'avoir pu en récupérer un de votre délégation, un ami, Robert Calcagno, que j'ai connu d'abord par les publications qui sont les siennes. Il a beaucoup publié, Robert, et il a le privilège et en même temps le devoir d'être aujourd'hui le directeur, le directeur, je crois, de l'Institut océanographique de Monaco. Donc je crois que vous le connaissez, Monseigneur, et qui fait partie de cet écosystème qui fait le soft power de Monaco dans le monde entier. Robert est aussi donc le patron de ce musée que vous connaissez, océanographique, et de cette maison des océans à Paris aussi également. Puis Françoise Gale, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, est une de ces personnes qui réfléchissent au meilleur sens du terme. Je crois que l'océan l'éclaire autant qu'elle éclaire l'océan. Une passionnée de science, une grande océanographe, et qui pense la mer de manière globale à l'échelle monde. Une des premières interpellations de Françoise quand j'étais nommé, c'était de dire qu'il fallait un GIEC pour la mer, et je sais qu'elle va réussir à nous l'amener. Voilà, vous avez le droit de vous asseoir, et je voulais tous les deux vous faire discuter, dialoguer sur non pas le constat de cette mer que nous voyons menacée, mais plutôt de l'imaginer carrément en 2030. Alors nous ne sommes ni en 2022, ni en 2023. 2022 qui sera quand même, rappelons-le pour vous, Robert, le centenaire de la disparition d'Albert Ier. Une figure incroyable que j'ai pu croiser, la figure au Svalbard encore cet été. Et qu'est-ce que la mer en 2030 nous réserve comme bonne ou mauvaise surprise? Alors je vais peut-être demander à Françoise de nous éclairer, que sa boule de voyante nous laisse à penser cette mer de 2030. Vous avez le droit de penser à une mer de 2040 aussi. Qu'est-ce qu'il y a de bon à attendre et qu'est-ce qu'il y a de très dangereux? Françoise. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, et merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Et je suis absolument ravie d'être parmi vous. C'est la première fois que je viens en Tunisie et déjà, j'ai envie d'y revenir. Et je pense que c'est ça la Méditerranée aussi. Et c'est ça l'océan. Alors 2030, la mer, eh bien je pense qu'en 2030, justement, on aura, grâce à l'ODD 14 dont il a été question, une stratégie pour faire en sorte que l'océan et l'hydrosphère qui va avec fassent partie de notre inconscient collectif, de notre univers et d'un environnement que nous aurons redécouvert grâce à toutes les actions qui auront été menées. Et je pense que la Méditerranée, en ce sens-là, est emblématique, iconique. Tous les efforts qui sont faits actuellement, il a été question du MEDEC, du point de vue scientifique également, font qu'à l'avenir, on verra que le lien entre les différents pays, entre l'Europe, l'Afrique,
mais aussi d'autres pays et d'autres continents, sera réalisé grâce à l'océan. Et si on arrive à penser que nous serons capables pour les générations futures d'avoir un océan sain avec plein de poissons, par exemple, avec la possibilité aussi de faire coexister l'amour de la mer pour les navigateurs, l'intérêt de la compréhension du monde grâce à l'océan pour les jeunes, je pense que déjà là, on aura fait beaucoup. Mais alors, quand on écoute les fléaux qui s'annoncent, acidification, perte d'oxygénation, élévation du niveau de la mer, événements extrêmes, pêche illégale, aquaculture parfois peu vertueuse, on vous trouve un peu optimiste, non? Parce que les dangers sont là. Oui, mais je pense qu'il y a une chose que les biologistes savent, c'est que tout ce qui est processus physique, on est capable de les modéliser. Le GIEC le montre. Mais tout ce qui est vivant, on n'est pas encore capable de le modéliser. Ce vivant nous étonne à chaque instant. Et je pense que pour les écosystèmes, pour la biodiversité, on va aller au-delà de ce qui est imaginable. Si on fait un petit effort, les résultats seront grandioses. Et je crois que je suis une optimiste, mais pas seulement du point de vue idéologique. C'est tout simplement l'observation de la nature qui fait que je pense que si on s'y met tous, on va réussir à contenir cette dégradation des océans et qu'on pourra donner aux générations futures un avenir durable. Et je pense que là, l'océan est central. Robert, comment trouvez-vous ces prédictions de Françoise Gale? Et êtes-vous optimiste ou donnez-nous quand même quelques surfroides, ne serait-ce que pour que nous restions mobilisés? Merci Olivier, et puis bravo Françoise pour cette vision. C'est la première fois que je peux me rendre au Forum mondial de la mer de Bizerte. J'ai la chance et aussi la difficulté d'avoir une de mes proches collaboratrices qui est tunisienne, Dr Nadia Ounaïs. Elle a participé aux 5 premiers forums, mais je ne pouvais pas aller à sa place. Elle devait être là, donc je suis content aujourd'hui que nous puissions tous ensemble être là, Nadia, Monseigneur, Bernard Fautrier et la délégation monégasque. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci encore à vous, merci beaucoup. Merci. Bravo Françoise pour cette vision. Oui, je la partage tout à fait. Je rajouterai peut-être un petit peu d'économie à la vision de la biologiste. Alors je pourrais vous donner des chiffres, je vais peut-être vous en donner. Mais Pascal Lamy m'a interpellé. Nous avons loupé visiblement une très belle présentation sur les algues ce matin. Alors, formidable. On n'a pas pu venir plus tôt, nous étions hier soir au gala pour la santé planétaire avec Monseigneur, et vous savez qu'il faut aussi mettre un peu d'argent dans les moteurs de la fondation pour bien la faire agir, et cette soirée est particulièrement importante. Alors les algues, bon, je prends un petit point, un petit coup de projecteur, mais ça donne les idées. J'ai envie de dire, dans les algues, tout est bon, moi aussi. Les algues, c'est bon pour l'homme, ça apporte des aliments, ça apporte des compléments alimentaires, des médicaments, des cosmétiques, voire des emballages durables. Et puis les algues, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'atmosphère, ça absorbe du CO2, ça absorbe de l'azote, ça absorbe du phosphore, c'est bon pour l'océan, c'est bon pour la biodiversité. Et donc, il nous faut développer ces algues. Et j'ai envie de parler effectivement des algues à Bizerte. Monseigneur a cité cette belle production, cette agriculture d'algues rouges qui existe à Bizerte. Nous allons la visiter tout à l'heure. Et ça, c'est formidable parce qu'il y a eu des prévisions faites par les économistes. Et aujourd'hui, les algues, dans l'Union européenne, et Starfish a travaillé là-dessus, ça ne représente pas grand-chose. Ça ne représente pas grand-chose en PIB, ça ne représente pas grand-chose en emploi. Or, pour les algues, on devrait pouvoir aller, en 2030, c'est la question que vous m'avez posée, vers un PIB de 10 milliards d'euros, vers une production de 10 millions de tonnes, je donne des chiffres ronds, vers l'absorption
de 5 millions de CO2 et vers la création de 100 000 emplois. Voilà un secteur d'activité bien précis qui doit se développer, qui sera bon pour la planète, qui sera bon pour l'océan et qui sera bon pour nous. Donc si on prend cet exemple, c'est vrai que, pour donner quand même quelques chiffres, l'économie bleue dans l'Union européenne, c'est 750 milliards. C'est déjà pas mal. C'est 5% du PIB. Ce n'est pas beaucoup pour l'océan qui représente 71% de la planète. Moi, je rêve d'une économie bleue qui se développe, peut-être 1500 milliards, qui offre de 5 millions d'emplois aujourd'hui à 10 millions d'emplois et qui surtout se développe de façon durable avec un nouveau mécanisme qui protège cet actif qu'est la mer. Voilà ce dont je rêve. Mais j'espère que ça se réalisera avec des champions comme Monseigneur qui travaillent inlassablement. Je crois qu'on s'en rapproche. Alors, un petit mot sur Monaco. Ok, enfin, un petit mot, c'est pas suffisant pour résumer votre ambition. Qu'est-ce que vous construisez à travers... pas les années, à travers 100 ans d'ailleurs d'activité. Et quels sont quand vous construisez vos projets, vos expositions, dans le périmètre national, vous visez l'éducation publique, vous visez le soutien à la recherche. Quelles sont pour vous les urgences? Je pense que le positionnement de Monaco, ce petit pays de 2 km², mais qui inlassablement, avec résilience, avec constance, travaille pour protéger l'océan depuis maintenant plus de 100 ans. Ce que Monaco peut apporter, ce que son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, peut apporter, aidé par son gouvernement, par la Fondation Prince Albert II, par l'Institut océanographique, par le centre scientifique que Françoise aide beaucoup, c'est justement, je crois, une action holistique. On ne peut pas apporter des changements radicaux en recherche scientifique. On ne peut pas apporter tout seul des changements radicaux en économie bleue, en finance bleue. Par contre, nous avons certainement la possibilité, par une approche, je le dis holistique, on dit quelquefois la médiation, mettre ensemble les scientifiques, les politiques, les entrepreneurs, le grand public pour faire avancer les projets. Et puis, faire des éléments concrets. Dans son discours, Monseigneur a parlé de Medfund. Ben là, on agit. Aujourd'hui, plus de 8 aires marines protégées sont aidées par Medfund. Les initiatives de lutte contre la pollution plastique. Je ne sais pas si on a le temps, mais je vous avais amené quelques cartes qui, si on peut les projeter, on peut les passer, seraient très intéressantes à regarder et apporteraient un peu une... Alors, si les cartes sont arrivées quelque part, envoyez les cartes. Voilà. En attendant, on peut parler, Robert. Voilà. Et donc, la façon de faire, Olivier, pour répondre à votre question, ben, je ne choisirai pas une option. Je crois qu'il est important, il est essentiel de travailler sur tout en même temps. Bien sûr, la recherche scientifique, et Françoise ne me contredira pas, est essentielle et doit apporter cette base à toute décision. Mais ensuite, il faut travailler à tout niveau, avec le grand public. Quelque chose de très réjouissant aujourd'hui, on l'a mentionné dans les discours, c'est le travail avec les entreprises. Nous avons créé, à l'initiative de Monseigneur, avec Bernard Fautrier, la Monaco Blue Initiative en 2010. On en sera maintenant à la 13e édition en 2022. Au début, nous avons eu un peu de mal à associer les grands chefs d'entreprise. Aujourd'hui, nous les voyons venir. Veolia, Chanel, Biotherm, L'Oréal, tout cela sont intéressés. Et là, on sent qu'on peut agir. Parce que si les gouvernements apportent un PIB de 1 milliard d'euros, pour donner une idée, les entreprises, elles, peuvent agir sur 100 milliards d'euros, 100 fois plus puissantes. Et c'est là qu'on va gagner, quand on arrivera à mobiliser les entreprises. Or, pour mobiliser les entreprises, il faut parler à la conscience du chef d'entreprise, ce qu'on essaye de faire en ce moment. Mais il faut parler aux clients des entreprises et il faut parler aux financiers des entreprises. Et là, un grand secteur, c'est la finance bleue,
c'était un des ateliers de la Monaco Blue Initiative l'an dernier. Sylvie Goulard, que beaucoup d'entre vous connaissent, travaille beaucoup pour Greening the Financial System. Et nous, on a un petit sous-atelier qui s'appelle Bluing the Financial System. Cet été, on a créé avec le CFM Indo-Suez, qui est une filiale du groupe Crédit Agricole, des Blue Bonds océanographiques de l'Institut océanographique. À Monaco, en 5 jours, nous en avons placé plus de 20 millions d'euros. D'ailleurs, le groupe Crédit Agricole nous a redonné généreusement 140 000 euros pour faire fonctionner l'Institut océanographique. Mais ça, aujourd'hui, des obligations bleues, des prêts bleus, ça manque beaucoup. Je ne sais pas comment se finance CELT, on va le découvrir tout à l'heure, mais on arrive à trouver de l'equity à travers des fonds de private equity. C'est beaucoup plus difficile à trouver des prêts. Et là, nous mettons en place des prêts vertueux pour l'économie bleue. Alors, voilà la carte que vous attendiez, mais avant peut-être que vous la commentiez, Robert, je voudrais demander à Françoise, qu'est-ce que font les biologistes aujourd'hui? Sur quoi vous travaillez? On répète souvent que l'océan n'est pas connu et reste à découvrir, que une petite pourcentage des espèces marines sont connues. Mais quels sont les grands chantiers qui sont ceux des biologistes de votre génération, des plus jeunes chercheurs qui aujourd'hui l'océan? Je pense que la chose la plus importante, certainement en ce moment, c'est ce qu'on appelle la génomique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on allait sur le terrain, on récoltait les animaux, on les regardait sous toutes les coutures, on les vivait et on en a fait pour un environnement donné. Aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Pour aller chercher ces espèces, avant, il nous fallait des navires. La flotte océanographique en France, c'est quelque chose qui est une très grande infrastructure de recherche qui coûte très très cher. Aujourd'hui, avec la génomique, finalement, il se peut que nous ayons la capacité, à partir de prélèvements divers, par des navigateurs, par même des nageurs, des plongeurs, d'avoir accès à la biodiversité en regardant qu'est-ce qu'il y a comme séquence génétique dans l'eau. Et c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution parce que jusqu'à présent, ça coûtait des fortunes et aujourd'hui, ça coûte pratiquement rien. Donc nous allons pouvoir décrire une sorte de jumeau génétique de l'océan avec la connaissance de qui est là, avec qui, pourquoi et jusqu'à quand. Vous voyez un petit peu l'enjeu de ce qui se passe. Est-ce que c'est ça, ce jumeau numérique dont on parle, ou c'est autre chose? Non, pas du tout. C'est autre chose. Je parle de jumeau numérique, oui, parce que je trouve le concept intéressant. Oui. Et vous avez un sujet qui vous tient à cœur, là? Oui, alors il y a ça. Et puis il y a le fait de... Moi, je suis une spécialiste des grands fonds marins. Et c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui ont réussi à aller voir ce qui se passait au-delà de 2000 mètres de profondeur. Et je pense qu'on a, avec la découverte des écosystèmes qu'on a trouvés, aussi une possibilité d'imaginer des nouvelles formes de fonctionnement du vivant. Et donc je pense à cet égard que, par exemple, la photosynthèse est une manière de voir les choses. La chimiosynthèse en est une. Des fonds, le mot débat est faible. Il y a des débats. Faut-il explorer pour exploiter? Où en est-on dans le monde? Justement, je pense que prenons la question à bras-le-corps. Il y a eu à l'UICN à Marseille une motion qui a été adoptée demandant à ce qu'il y ait un moratoire sur le profond. Je pense que le contenu de ce moratoire était tout à fait intéressant et que ça attire l'attention sur « il nous faut travailler ensemble ». Scientifiques, société civile, décideurs, business, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il nous faut faire. Je pense que c'est
allons-y, essayons de parler de ça, et surtout aussi, ayons les moyens de le financer. Parce que ça a l'air de rien, mais aller au fond, c'est une affaire déjà financière importante, mais finalement, se mettre ensemble pour essayer d'imaginer des modes d'invasion qui soient durables, c'est aussi extrêmement intéressant, et financièrement, ça doit être aussi valorisé. Alors, merci Françoise. Robert, quelques commentaires sur les cartes que vous nous avez apportées, qui vont repasser, qui vont réapparaître. Oui, si vous pouvez mettre les cartes sur les 8 aires marines protégées aidées par Dimet Fund. Voilà. Nous en avons parlé, donc Dimet Fund, qui est une initiative très intéressante, mise en place il y a maintenant 5-6 ans, donc à l'origine par la Tunisie, la France et la Principauté de Monaco, et qui ont été rejoints par l'Espagne, le Maroc et l'Albanie, aidés par le Fonds français de l'environnement mondial, aidés par l'AFD, aidés par le GEF, Global Environmental Fund, qui a maintenant un fonds de plus de 10 millions d'euros, et on le voit qui progressivement aide les aires marines protégées dans ce qui est le plus difficile à trouver, qui est leur exploitation. On finance vraiment l'exploitation, et on voit là effectivement autour du pourtour méditerranéen, et on voit, et je me réjouis que la Tunisie est en avance avec 4 aires marines protégées, donc aidées par Dimet Fund, 2 au Maroc, une en Albanie et une en Turquie. Donc là on parle concrètement. Il y a encore des appels à projets, des appels à soutien qui se font. En 2021, en 2022, il y aura de nouvelles aires marines protégées. Alors, ce qui est important, et ça répond aussi à votre question, comment est-ce qu'on doit agir sur le terrain, est-ce qu'on doit agir auprès du grand public? Nous avons mis en place à l'Institut océanographique, si vous pouvez passer la deuxième slide, un réseau des aquarias et des centres de sciences autour du pourtour méditerranéen. Vous en voyez là une douzaine. Je pense que nous sommes en discussion avec une vingtaine d'autres. Et le but de ces aquarias et centres de sciences est non seulement nous apportons un petit financement à Dimet Fund, par exemple au niveau du musée océanographique, chaque visiteur consacre 5 centimes de sa visite à Dimet Fund, et donc comme ça nous apportons un financement régulier et annuel, mais nous nous sommes engagés à faire passer les messages. Chaque année, 650 000 visiteurs viennent connaître l'océan au musée océanographique, et aujourd'hui ils ressortent en connaissant cet enjeu de Dimet Fund. Alors la route est encore longue, je vous ai mis une slide, excusez-moi, un transparent. Vous pouvez passer le 3e, s'il vous plaît, sur les réseaux donc MEDPAN, des aires marines protégées de Méditerranée. Alors il y en a plus d'une centaine. Donc vous voyez qu'on a encore entre les 8 soutenus et 100, on a encore du chemin à faire, et on va le faire avec MEDPAN. La Principauté de Monaco, dans cette action holistique, agit aussi à travers les explorations de Monaco. Alors les explorations de Monaco, vous dites, ah, c'est une exploration. Oui, c'est de la science. Oui, mais c'est aussi de la diplomatie. Et là, nous bénéficions du statut de chef d'État du prince Albert II. C'est aussi de la médiation. L'an prochain, en 2022, on va travailler dans l'océan Indien, entre les Seychelles et Maurice, sur les hauts fonds Saya de Mala, qui sont très peu connus, sur lesquels on va mettre en place, avec les 2 gouvernements, une protection ad hoc. Et en 2023 et en 2024, nous ferons une grande exploration tout autour de la Méditerranée, diplomatico, scientifico, médiatio. Et c'est là où on répond à votre question, on fait tout en même temps. Peut-être un dernier transparent qui vous montre, si vous voulez bien passer la 4e et dernière slide, qui montre en fait les différentes initiatives de BIMED. Monseigneur vous a parlé de l'initiative Beyond Plastic Med, une initiative de la Fondation Prince Albert II, de Tara Océan, de la Fondation Maeva, de Surfrider et de l'UICN. Or, nous avons aujourd'hui plus de 51 projets, 51 micro-initiatives qui sont soutenues dans 13 pays différents, et c'est un
un succès de l'initiative populaire tout à fait remarquable de la société civile, devrais-je dire. Alors je vois qu'il y en a une en Corse. Eh oui, Scandola. Alors on a la chance d'avoir le président de la Corse et je voudrais appeler Gilles Simeoni à nous rejoindre, ainsi que Bénédicte Dumège et Mehdi Benage, qui vont ouvrir cette dernière partie, qui n'est pas la moins passionnante, de notre journée du 24 septembre, cette première journée du Forum de la mer. Bonjour Bénédicte, vous êtes experte dans de nombreux domaines culturels. Alors vous êtes devenue corse un peu, parce que vous portez la candidature de Bastia comme capitale culturelle française. Monsieur Mehdi Benage, vous êtes le commissaire du Forum de Bizerte et un acteur majeur de la PAL aussi. Et vous allez demander au président de la Corse, Gilles Simeoni, qui nous fait le plaisir d'être là. Vraiment beaucoup de joie de vous accueillir. D'abord parce que la Corse est chère à la France.